À 6h30 du matin, sur un aérodrome privé situé dans les contreforts du Colorado, Victoria Harper sortit d'une limousine à 6 millions de dollars et respira l'air qui sentait l'essence et le pain. Le Gulfstream qui attendait sur le tarmac valait 40 millions de dollars. L'homme chargé de réparer son moteur portait une chemise en flanelle déchirée et avait les ongles pleins de graisse. Le mépris de Victoria s'évanouit lorsqu'elle aperçut le tatouage sur son avant-bras. Des schémas d'ingénierie militaire suffisamment précis pour être classés secrets. Il baissa sa manche, ses yeux vifs rencontrant ceux de Victoria, comme s'il savait exactement ce qu'elle pensait. Qui était cet homme et pourquoi était-il là? Victoria s'était rendue à Millbrook Field parce que cet aérodrome était discret et que son conseil d'administration n'avait pas besoin de savoir qu'elle supervisait personnellement la livraison d'un prototype. L'aérodrome était situé dans une vallée entre deux crêtes, suffisamment petit pour que le trafic commercial ne s'y intéresse pas, mais suffisamment grande pour que les jets d'affaires puissent y atterrir sans difficulté. Elle s'attendait à trouver une équipe d'ingénieurs certifiés. Au lieu de cela, elle trouva un homme en bottes de travail, assis sur une boîte à outils roulante, avec un thermos de café à côté de lui. Jake Miller ne se leva pas lorsqu'elle s'approcha. Il était accroupi à côté du moteur tribord du Gulfstream, passant sa main sur le l'aile comme s'il vérifiait son pouls. Sa chemise en flanelle était déchirée près de l'épaule, et son jean était tellement taché d'huile que Victoria se demanda s'il possédait une machine à laver. Lorsqu'il leva enfin les yeux, son visage était marqué par les intempéries, non pas par l'âge, mais par des années passées à l'extérieur. Il ne pouvait pas avoir plus de 40 ans. « Vous, Harper », dit Jake. Sa voix était monotone, sans inflexion. Victoria avait passé 15 ans dans des salles de réunion où des hommes 2 fois plus âgés qu'elle l'appelaient « Madame ». Celui-ci ne se souciait même pas de son titre. « C'est moi », dit Victoria. Elle garda un ton neutre, mais serra les mâchoires. « Vous êtes le mécanicien. » « C'est exact. » Jake se tenait debout, s'essuyant les mains sur un chiffon qui semblait plus vieux que l'aérodrome lui-même. Le moteur a un problème de vibration. Rien de catastrophique, mais vous ne devriez pas voler jusqu'à Denver tant que ce n'est pas réglé. Victoria jeta un coup d'œil à sa montre. Il était 6h45. Elle avait une réunion à 9h. « Combien de temps? »« Quelques heures, » répondit Jake. Il se retourna vers le moteur sans attendre sa réponse, comme si la conversation était terminée. Victoria sentit un frisson lui parcourir la poitrine. Elle était habituée à ce que les gens aient besoin de son approbation, qu'ils se plient en 4 pour lui faciliter la vie. Cet homme agissait comme si elle n'était même pas là. Elle retourna à la limousine et demanda à son chauffeur d'attendre. Puis elle resta debout sur le tarmac, les bras croisés, à regarder Jake travailler. Il bougeait avec une efficacité qui venait de la répétition. Aucun mouvement inutile, aucune hésitation. Il retira un panneau du moteur et le posa avec précaution, puis grimpa à moitié dans le NL avec une lampe de poche. Victoria ne pouvait pas voir ce qu'il faisait, mais elle l'entendait marmonner tout bas un flot de termes techniques qui ressemblait plus à un cours magistral qu'à un diagnostic. 20 minutes plus tard, un cri déchira l'air matinal. Victoria se tourna vers le bruit et vit une femme courir sur le tarmac en agitant les bras. Derrière elle, un Gulfstream descendait trop vite. Son angle d'approche était complètement faux. Le train d'atterrissage n'était pas sorti. Victoria eut l'estomac noué. Jake était déjà en mouvement. Il sprinta vers la tour radio en criant quelque chose que Victoria ne pouvait pas entendre. La femme continuait de courir et Victoria comprit qu'elle n'était pas simplement paniquée. C'était l'opératrice de la tour. L'avion se trouvait désormais à moins de 300 mètres du sol et Victoria pouvait voir le pilote lutter avec les commandes. Le nez plongea, puis remonta brusquement. Les ailes s'inclinèrent. On aurait dit que l'avion tout entier essayait de se déchirer. Jake atteignit le bord de la piste et s'arrêta. Il resta là, les mains sur les hanches, fixant l'avion comme s'il lisait quelque chose écrit sur son fuselage. Puis il se retourna et courut vers le hangar, se déplaçant plus vite que Victoria ne l'aurait cru possible pour un homme de sa taille. Il revint 30 secondes plus tard avec un pistolet lance-fusée et une radio portable. Dites-lui de remonter en cercle. Jake cria à l'opératrice de la tour, qui avait arrêté de courir et se tenait maintenant immobile près de la manche à air. Elle ne bougea pas. Jake jura et leva lui-même la radio. Novembre 64 Alpha. Ici Sol, Jake parla d'une voix calme qui donna la chair de poule à Victoria. Vous avez une panne hydraulique. Les trains d'atterrissage ne descendent pas
parce que vos systèmes de secours ont grillé. Vous devez tourner en rond et brûler du carburant avant d'essayer un atterrissage sur le ventre. La radio grésilla. La voix du pilote était tendue par la peur. Sol, il me reste peut-être 2 minutes de carburant. J'atterris maintenant. Négatif, dit Jake. Si vous atterrissez à cette vitesse, vous ferez un tonneau. Écoutez-moi. Volez à 15, réduisez les gaz, visez l'herbe du côté est. Vous glisserez, mais vous ne vous retournerez pas. Victoria regarda le jet monter légèrement, le nez se stabilisant. Le pilote écoutait. Jake alluma la fusée éclairante et la tint au-dessus de sa tête, marquant la bande d'herbe qu'il avait décrite. Le Gulfstream arriva bas et lentement, son ventre effleurant le sommet des herbes. Lorsqu'il toucha le sol, le bruit ressemblait à un crissement métallique. Des étincelles jaillirent sous le fuselage alors qu'il glissait sur l'herbe, laissant une longue cicatrice noire dans la terre. Il s'arrêta à 50 mètres du hangar, de la fumée s'échappant du train d'atterrissage. Jake courait déjà vers lui. Victoria le suivit sans réfléchir, ses talons s'enfonçant dans le sol meuble. Lorsqu'elle atteignit le jet, Jake avait ouvert la sortie de secours et tirait le pilote hors de l'appareil. L'homme tremblait si fort qu'il pouvait à peine se tenir debout. Jake l'allongea sur l'herbe et vérifia son pouls, la main ferme. « Tout va bien, » dit Jake. Le pilote acquiesça, trop bouleversé pour parler. Jake se tourna vers l'opératrice de la tour qui avait enfin réussi à arriver. « Appelez les secours. Faites venir les pompiers et les ambulanciers. » La femme sortit son téléphone, les mains tremblantes. Victoria se tenait à quelques mètres de là, essayant de comprendre ce qu'elle venait de voir. Jake n'avait pas paniqué. Il n'avait pas paniqué. Il avait agi comme quelqu'un qui avait déjà fait cela auparavant, comme quelqu'un qui savait exactement à quoi ressemblait une défaillance hydraulique depuis le sol. Ce n'était pas le savoir-faire d'un mécanicien de petite ville. C'était autre chose. Jake retourna vers le hangar sans dire un mot. Victoria le suivit, l'esprit en ébullition. Lorsqu'elle le rattrapa, il était déjà de retour à son Gulfstream, sortant des outils de sa boîte comme si de rien n'était. « Où avez-vous appris cela ?» demanda Victoria. Sa voix était plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. Jake ne leva pas les yeux. « Appris quoi? Comment guider un pilote lors d'un atterrissage d'urgence ?» Jake haussa les épaules. « Je l'ai appris sur le tas. » Victoria sentit sa patience s'effriter. « On n'apprend pas ça sur le tas. C'était de la gestion de crise de niveau militaire. » Jake finit par s'arrêter de travailler. Il se redressa et la regarda. Et pour la première fois, Victoria vit quelque chose dans ses yeux, quelque chose de prudent et de délibéré. « Je travaillais sur des avions à réaction, dit-il, il y a longtemps. Maintenant, je travaille sur des avions à réaction ici. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » Victoria voulait insister, mais l'expression de son visage lui indiquait qu'elle n'arriverait à rien. Elle recula, l'esprit en ébullition, pensant au tatouage sur son bras, à la façon dont il avait géré l'urgence, à la précision de chacun de ses mouvements. Cet homme n'était pas ce qu'il semblait être, et Victoria n'aimait pas les mystères qu'elle ne pouvait pas résoudre. Elle sortit son téléphone et ouvrit son courrier électronique, tapant un message rapide à son chef de la sécurité. Elle joignit une photo qu'elle avait prise de Jake un peu plus tôt, alors qu'il était accroupi près du moteur. L'objet du message était « Vérifier ses antécédents. Priorité absolue. » Lorsque Jake eut terminé les réparations, il était presque 9 heures. Victoria avait manqué sa réunion, mais cela lui était égal. Elle se tenait près de la limousine et regardait Jake ranger ses outils avec la même efficacité tranquille dont il avait fait preuve toute la matinée. Lorsqu'il eut terminé, il s'approcha et lui tendit un bloc-notes. « Signez ici, » dit Jake. Victoria prit le bloc-notes et parcourut la liste des travaux effectués. Tout était détaillé, chaque pièce était répertoriée. Au bas de la page, en lettres majuscules soignées, figurait sa signature, J. Miller. Victoria signa et lui rendit le bloc-notes. « Merci », dit-elle, et elle le pensait vraiment. Jake hocha la tête une fois, puis se retourna et se dirigea vers une camionnette garée près du hangar. Victoria le regarda s'éloigner, sa curiosité désormais plus vive, quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Elle monta dans la limousine et demanda au chauffeur de la conduire à l'hôtel le plus proche. Elle ne quitterait pas Millbrook avant de savoir qui était vraiment Jake Miller. Les résultats de la vérification des antécédents arrivèrent 3 jours plus tard et Victoria les lut 2 fois avant de les croire. Jake Miller, 39 ans, avait quitté l'armée de l'air avec les honneurs 8 ans auparavant avec le grade de capitaine.
Avant cela, il avait passé 12 ans comme ingénieur aérospatial spécialisé dans la conception de turbines. Il avait travaillé sur des projets classifiés à la base aérienne de Wright-Patterson, détenait 2 brevets à son nom et avait un niveau d'habilitation de sécurité si élevé que la moitié de son dossier était encore caviardé. Puis sa femme était morte dans un accident de voiture et il avait tout quitté. Il vivait désormais dans une maison louée à la périphérie de Millbrook avec sa fille et gagnait sa vie en réparant des avions. Victoria était assise dans sa chambre d'hôtel, le rapport ouvert sur son ordinateur portable, fixant la photo de Jake dans son uniforme de l'armée de l'air. Il avait l'air plus jeune, plus vif, comme quelqu'un qui avait sa place dans une salle de briefing plutôt que dans un hangar. Elle repensa à la façon dont il avait géré l'atterrissage d'urgence, à la précision de sa voix lorsqu'il avait guidé le pilote. Tout cela avait désormais un sens. Ce qui n'avait aucun sens, c'était qu'un homme doté d'un tel talent le gaspille dans une ville de 2000 habitants avec un seul feu tricolore. Elle prit son téléphone et appela son assistante. « Libérez mon agenda pour le reste de la semaine », dit Victoria. L'assistante commença à protester, mais Victoria la coupa. « Je serai dans le Colorado. Occupez-vous-en. » Le lendemain matin, Victoria retourna à Millbrook Field. Jake était dans le hangar, occupé à réparer un Cessna qui semblait plus vieux que lui. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, le visage impassible. « Vous êtes de retour », dit Jake. Il ne semblait pas surpris. « Oui », répondit Victoria. Elle s'arrêta à quelques mètres du Cessna et croisa les bras. « Je veux parler. » Jake posa sa clé et s'essuya les mains sur son jean. « De quoi? »« De la raison pour laquelle vous êtes ici. » Victoria garda un ton neutre, mais elle sentait son pouls s'accélérer. « Je sais qui vous êtes, Captain Miller. Je sais ce que vous avez fait avant de venir à Millbrook. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi vous êtes parti. » Jake serra les mâchoires. Il la regarda longuement, et Victoria vit quelque chose briller dans ses yeux. De la colère, peut-être, ou simplement de l'épuisement. « Cela ne vous regarde pas, dit-il. Si je veux vous embaucher, cela me regarde. » Victoria n'avait pas prévu de dire cela, mais dès que les mots sortirent de sa bouche, elle sut qu'ils étaient vrais. « Mon entreprise développe un nouveau système de turbines pour les avions de transport militaire. Nous sommes bloqués sur le même problème depuis 6 mois. Vous pourriez le résoudre en 1 semaine. » Jake secoua la tête. « Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? » demanda Victoria. Elle s'approcha, sa frustration prenant le dessus. « Vous gaspillez vos compétences ici. Vous pourriez travailler sur des projets importants et gagner 10 fois plus que ce que vous gagnez actuellement. Au lieu de cela, vous réparez des avions agricoles. » L'expression de Jake s'assombrit. « Vous pensez que ce que je fais ici n'a pas d'importance. Je pense que tu te caches. » Victoria dit. Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'aurait voulu, mais elle ne les retira pas. « Je pense que tu as peur de retourner à ta vie d'avant, alors tu fais semblant que cela te suffit. » Jake ne répondit pas. Il se détourna et prit sa clé à molette, les jointures blanchies autour du manche. Victoria attendit, mais il ne dit rien. Au bout d'1 minute, elle se retourna et sortit du hangar. Elle avait poussé trop loin et elle le savait. Mais elle n'avait pas tort. Cet après-midi-là, Victoria se rendit en ville. Millbrook comptait un restaurant, une station-service et un magasin général qui vendait de tout, des produits alimentaires au matériel de pêche. Elle s'arrêta au restaurant et commanda un café, s'installant au comptoir d'où elle pouvait observer la rue. La serveuse était une femme d'une 50aine d'années qui portait un badge avec le nom Betty. Elle remplit la tasse de Victoria et laissa la cafetière sur le comptoir. « C'est vous qui séjournez au Pine Ridge, n'est-ce pas? » demanda Betty. Victoria acquiesça. Betty sourit. « C'est bien ce que je pensais. On ne voit pas beaucoup de gens comme vous par ici. »« Des gens comme moi, » dit Victoria. « Des citadins, » dit Betty. Elle le dit sans jugement, simplement comme un constat. « Vous êtes ici pour affaires ou pour le plaisir? »« Pour affaires, » répondit Victoria. Elle but une gorgée de café. Il était meilleur qu'elle ne l'avait imaginé. « J'essaie de convaincre quelqu'un de venir travailler pour moi. » Betty haussa un sourcil. « Laissez-moi deviner. »« Jake Miller. » Victoria leva les yeux, surprise. Betty rit. « C'est une petite ville, dit-elle. Les nouvelles vont vite. Jake est un homme bien. Il a traversé une période difficile, mais il fait de son mieux. Qu'est-il arrivé à sa femme? » demanda Victoria. Elle savait que c'était indiscret, mais elle avait besoin de comprendre. Le sourire de Betty s'estompa.
Un accident de voiture il y a 5 ans. Elle revenait de Denver sous la neige et un semi-remorque a traversé le terre-plein central, la tuant sur le coup. Jake était en mission quand cela s'est produit. Il est rentré pour les funérailles et n'est jamais reparti. Emma n'avait que 6 ans. Elle ne se souvient plus beaucoup de sa mère aujourd'hui. Victoria sentit son cœur se serrer. Elle repensa au visage de Jake ce matin-là, à la façon dont il s'était renfermé lorsqu'elle l'avait accusé de se cacher. Peut-être qu'il ne se cachait pas. Peut-être qu'il survivait, tout simplement. « C'est un bon père », dit Betty. Elle remplit la tasse de Victoria sans lui demander son avis. Emma est une enfant adorable. Elle est intelligente aussi. Jake s'est bien occupé d'elle, même si cela signifiait renoncer à tout le reste. Victoria finit son café et laissa un billet de 20 $ sur le comptoir. Elle retourna à l'aérodrome, mais Jake était parti. Son camion n'était pas sur le parking et le hangar était fermé à clé. Elle resta assise un moment dans sa voiture de location, à regarder le tarmac vide, puis retourna à l'hôtel. Le lendemain, Victoria retourna à l'aérodrome. Cette fois, elle apporta un dossier contenant les schémas du projet de turbine sur lequel son équipe avait travaillé d'arrache-pied. Elle trouva Jake dans le hangar, occupé à travailler sur le même Cessna. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle entra. « Je suis désolé, » dit Victoria. Jake cessa de travailler, mais ne se retourna pas. Victoria posa le dossier sur sa boîte à outils. « J'ai dépassé les bornes hier. Je ne sais pas ce que vous avez vécu et je n'avais pas le droit de juger vos choix. » Jake la regarda enfin. Son visage était fatigué, mais la colère avait disparu. « Pourquoi êtes-vous encore ici ?» demanda-t-il. « Parce que j'ai besoin de votre aide, » répondit Victoria. Elle désigna le dossier. « Et parce que je pense que vous en avez besoin aussi. Pas l'argent, pas le prestige, juste le travail. Le genre de travail pour lequel vous êtes fait. » Jake ouvrit le dossier et feuilleta les schémas. Victoria observa son visage et vit son expression changer. Il était conquis. Elle le voyait à la façon dont ses yeux parcouraient la page, à la façon dont sa main suivait le contour du schéma de la turbine. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il semblait vivant. « C'est élégant, » dit Jake doucement. Il leva les yeux vers elle. « Qui l'a conçu? » « Une équipe de 12 ingénieurs, » répondit Victoria. « Ils y travaillent depuis 8 mois. Le problème, c'est le rendement énergétique. Nous ne pouvons pas obtenir un taux de combustion inférieur à 7 sans perdre de poussée. » Jake fronça les sourcils et passa à une autre page. « La géométrie de votre admission est incorrecte, » dit-il. Il sortit un crayon de sa boîte à outils et commença à dessiner dans la marge du schéma. « Vous avez des turbulences ici, ce qui signifie que vous gaspillez du carburant avant même qu'il n'atteigne la chambre de combustion. Si vous ajustez l'angle de 3 degrés et que vous effilez l'entrée, vous fluidifierez le débit et réduirez le taux de combustion d'au moins 15 %. Victoria fixa le croquis. C'était simple, presque évident maintenant qu'elle le voyait. Son équipe s'était tellement concentrée sur le système de combustion qu'elle avait complètement négligé l'admission. « C'est génial, » dit-elle. Jake haussa les épaules et lui rendit le dossier. « C'est de l'aérodynamique de base. Ce n'est pas élémentaire pour tout le monde, » dit à Victoria. Elle le regarda vraiment, et pour la première fois, elle vit au-delà de la chemise en flanelle déchirée et du jean taché de graisse. Elle vit l'homme qui avait abandonné une carrière que la plupart des ingénieurs auraient tué pour avoir, qui avait choisi sa fille plutôt que tout le reste, qui avait enfoui son chagrin dans de petites réparations et des matins tranquilles. « Venez travailler pour moi, » dit-elle. « Pas à plein temps, pas dans un laboratoire, juste en tant que consultant. Quelques heures par semaine, tu peux le faire d'ici. » Jake secoua la tête. « Je ne peux pas. »« Pourquoi pas? » demanda Victoria. « Parce qu'Emma a besoin de moi, » répondit Jake. Sa voix était calme mais ferme. « Elle a 11 ans, elle a déjà perdu sa mère. Je ne vais pas la perdre elle aussi parce que j'étais trop occupé à courir après un projet. » Victoria voulait argumenter, mais elle ne pouvait pas. Elle pensa à sa propre vie, aux semaines de 80 heures, aux réunions du conseil d'administration qui empiétaient sur les week-ends, aux vacances qu'elle n'avait jamais prises parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus important à faire. Elle avait bâti un empire, mais elle l'avait fait seule. Jake avait construit quelque chose de différent. Plus petit, peut-être, mais réel. « D'accord, » dit Victoria. Elle prit le dossier et se retourna pour partir, mais la voix de Jake l'arrêta. « Attends. »
Jake regardait le sol, les mains enfoncées dans ses poches. Si je faisais ça, ce serait à mes conditions. Le soir et le week-end, rien qui m'éloigne d'Emma. Victoria sentit une étincelle d'espoir. Je peux m'en accommoder. Jake acquiesça lentement. Alors je vais y réfléchir. Victoria quitta le hangar, le dossier sous le bras et un sentiment étrange dans la poitrine. Ce n'était pas exactement de la satisfaction. C'était plutôt quelque chose qui s'apparentait au respect. 2 jours plus tard, Jake l'appela. Il acceptait de donner son avis sur le projet de turbine, mais seulement si Victoria venait à Millbrook pour discuter des détails en personne. Elle prit la route cet après-midi-là et le trouva qui l'attendait devant le hangar. Il était accompagné d'une petite fille mince aux cheveux bruns attachée en queue de cheval. Elle regarda Victoria avec la même expression méfiante que Jake. « Voici Emma, » dit Jake. La jeune fille ne dit rien, se contentant d'observer Victoria d'un œil attentif. Victoria s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Enchantée, Emma, dit-elle. Emma acquiesça, toujours silencieuse. Victoria se redressa et regarda Jake. « J'ai apporté un contrat. Il est assez simple. 10 heures par semaine, tarif de consultant à distance de 300 $ de l'heure. » Les yeux de Jake s'écarquillèrent légèrement. « C'est trop. C'est le tarif habituel pour quelqu'un avec ton expertise, » dit Victoria. Elle lui tendit le contrat. « En fait, c'est en dessous du marché, mais je me suis dit que tu refuserais si je proposais plus. » Jake parcourut le contrat, ses lèvres bougeant légèrement tandis qu'il lisait. Emma tira sur sa manche. « Papa, je peux rentrer? » Jake la regarda. « Oui, ma chérie, j'arrive dans 1 minute. » Emma courut vers le hangar et Jake la regarda s'éloigner avant de se retourner vers Victoria. « Je vais le faire, dit-il, mais si cela interfère avec Emma, je me retire. »« Marché conclu, » dit Victoria. Ils se serrèrent la main et pour la première fois, Jake sourit. C'était un petit sourire à peine perceptible, mais il changea tout son visage. Au cours des 3 semaines suivantes, Victoria se rendit à Millbrook plus souvent qu'elle ne l'avait prévu. Jake travaillait rapidement, lui envoyant des schémas révisés et des notes techniques que son équipe à Denver s'empressait de mettre en œuvre. Le projet de turbine avançait plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Mais les visites de Victoria n'étaient plus uniquement liées au travail. Elle commença à venir l'après-midi, apportant du café et s'asseyant dans le hangar pendant que Jake travaillait. Ils parlaient de moteurs, de rapports de carburant et de dynamique des flux d'air. Mais ils ont aussi parlé d'autres choses, de l'école d'Emma, de la ville, de la vie que Jake s'était construite ici. Emma s'est peu à peu ouverte à elle. Au début, la fillette ne disait presque rien et restait près de son père comme une ombre. Mais Victoria n'a pas insisté. Elle s'est contentée de venir régulièrement, calme, jusqu'au jour où Emma lui a demandé si elle voulait voir le modèle réduit d'avion qu'elle était en train de construire. Victoria a accepté et Emma l'a conduite vers un établi dans un coin où se trouvait un planeur en bois de balsa à moitié terminé. C'était un travail méticuleux, le genre de soin qui ne peut venir que de l'observation de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. « C'est ton père qui t'a appris ça ?» a demandé Victoria. Emma a acquiescé, ses mains se déplaçant avec précaution sur l'aile. Victoria l'a regardé travailler et quelque chose d'inconnu s'est installé dans sa poitrine. C'était un sentiment d'appartenance. Puis tout s'est effondré. Cela s'est produit un jeudi après-midi. Jake travaillait sur un jet privé qui était venu pour un entretien de routine. Une tâche simple qui aurait dû prendre 1 heure. Victoria était en ville pour aller chercher le déjeuner lorsqu'elle a reçu l'appel. La voix à l'autre bout du fil était affolée, à peine cohérente. Il y avait eu un accident. Un support de moteur avait cédé. Jake était coincé sous 900 kilos de métal. Victoria a conduit jusqu'à l'aérodrome plus vite qu'elle n'avait jamais conduit de sa vie. Quand elle est arrivée, les ambulanciers étaient déjà en train de sortir Jake de sous l'avion. Sa jambe était tordue à un angle qui a donné la nausée à Victoria. Son visage était gris, luisant de sueur. Emma se tenait près du hangar, figée, les yeux rivés sur son père. Victoria a couru vers elle et l'a serrée contre elle, la détournant de cette vision. Ils ont transporté Jake par avion à Denver. Victoria les a suivis dans sa voiture, avec Emma à ses côtés, silencieuse et tremblante. La fillette ne pleurait pas. Elle regardait simplement par la fenêtre, les mains crispées sur ses genoux. Victoria voulait dire quelque chose de réconfortant, mais elle ne savait pas quoi. Elle n'était pas douée pour cela. Elle était douée pour les contrats, les négociations et pour amener les gens
à faire ce qu'elle voulait qu'il fasse. Elle n'était pas douée pour réconforter une enfant terrifiée pendant que son père luttait pour rester en vie. Jake survécut à l'opération, mais les dommages étaient graves. Sa jambe droite était maintenue par des broches et des tiges, et le médecin avait dit qu'il aurait besoin de plusieurs mois de rééducation avant de pouvoir marcher sans béquille. Il ne travaillerait plus jamais sous un avion. Lorsque Victoria le vit enfin dans sa chambre d'hôpital, il lui sembla plus petit que dans ses souvenirs, diminué par les tubes et les moniteurs. Ses yeux étaient creux. « J'en ai fini, » dit Jake. Sa voix était plate et vide. « Je ne peux plus continuer comme ça. » Victoria s'assit sur la chaise à côté de son lit. « Tu vas guérir, dit-elle. Tu vas t'en remettre. » Jake secoua la tête. « Même si je m'en remets, je ne pourrai pas payer tout ça. L'opération, la rééducation, les factures. Je n'ai pas d'assurance qui couvre tout ça. Je vais tout perdre. » Victoria sentit quelque chose se briser en elle. Elle regarda Jake, cet homme qui avait tout abandonné pour sa fille, qui avait renoncé à une vie couronnée de succès parce que l'amour comptait plus que tout. Et maintenant, il allait perdre même cette petite vie tranquille qu'il s'était construite. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas normal. « Non, » dit Victoria. Sa voix était ferme, assurée. « Vous n'allez rien perdre. Je m'en assurerai. » Jake la regarda et, pour la première fois depuis l'accident, quelque chose brilla dans ses yeux. Ce n'était pas de l'espoir, pas encore, mais presque. Victoria passa la semaine suivante à Denver, partageant son temps entre l'hôpital et le service juridique de son entreprise. Elle passa des coupes de fil à l'administration des anciens combattants, à des avocats spécialisés dans les questions d'invalidité, à tous ceux qui pouvaient l'aider à naviguer dans la bureaucratie qui séparait Jake des prestations auxquelles il avait droit. Son dossier militaire était irréprochable, mais à un moment donné, ses documents avaient été perdus ou mal classés. Il avait été honorablement démobilisé, mais sans la couverture médicale à laquelle il avait droit. Victoria avait passé 15 ans à traiter des contrats gouvernementaux et des formalités administratives militaires. Elle savait comment faire pression. À la fin de la semaine, elle avait obtenu le rétablissement des prestations de Jake. Une couverture médicale complète, rétroactive à la date de sa démobilisation. Les frais d'hospitalisation seraient pris en charge et les frais de rééducation n'entameraient pas ses économies. Quand elle lui annonça la nouvelle, il resta longtemps sans rien dire, assis dans son lit d'hôpital, la tête appuyée contre l'oreiller, le regard fixé au plafond. « Pourquoi fais-tu cela ?» demanda finalement Jake. Sa voix était rauque, comme s'il avait retenu quelque chose pendant trop longtemps. « Tu ne me dois rien. » Victoria s'assit sur la chaise à côté de son lit. Elle se posait la même question depuis des jours. La réponse facile était que c'était la bonne chose à faire, que Jake méritait mieux que ce qu'il avait reçu. Mais la vérité était plus compliquée. Elle avait passé toute sa carrière à croire que le succès signifiait le contrôle, que la seule chose qui comptait était de rester au sommet. Puis elle avait rencontré un homme qui avait renoncé à tout ce qu'elle estimait important, et elle avait réalisé qu'il avait quelque chose qu'elle n'avait pas, quelque chose qui lui avait manqué toute sa vie. « Parce que tu m'as montré ce que c'était que de se soucier de quelque chose plus que de soi-même, » répondit Victoria. Elle regarda Jake et pour la première fois depuis des années, elle se sentit vulnérable. « J'ai passé 15 ans à bâtir une entreprise, j'ai remporté des prix, figuré dans les classements Forbes, conclu des contrats valant des centaines de millions de dollars. Et je me sens seul. Je rentre chaque soir dans un appartement vide et je n'ai personne à appeler. Tu as abandonné tout cela parce que tu avais quelque chose qui comptait plus. Je ne fais pas cela parce que je te suis redevable. Je le fais parce que je veux être le genre de personne qui le ferait. » Jake tourna la tête et la regarda. Le vide dans ses yeux était toujours là, mais quelque chose d'autre s'y était glissé. Du soulagement peut-être ou de la gratitude. « Merci, dit-il doucement. » Victoria acquiesça et pendant un moment, ils restèrent assis là, dans la chambre d'hôpital stérile. Deux personnes issues de mondes complètement différents qui, d'une manière ou d'une autre, s'étaient retrouvées au même endroit. Emma resta avec Victoria pendant la convalescence de Jake. Ce n'était pas prévu, mais la maison louée à Millbrook était trop loin de l'hôpital et Emma avait besoin de voir son père tous les jours. Victoria loua une suite dans un hôtel près du centre médical. 2 chambres avec un salon commun. Emma était silencieuse au début, se déplaçant dans l'espace comme si elle avait peur de toucher quoi que ce soit.
Mais Victoria s'assura qu'il y avait de la nourriture dans le réfrigérateur et des livres sur la table. Et peu à peu, la jeune fille commença à se détendre. Un soir, Victoria rentra à la suite après une longue journée au bureau et trouva Emma assise sur le canapé, ses devoirs étalés autour d'elle. La jeune fille leva les yeux, le visage crispé par la frustration. « Je ne comprends pas, » dit Emma en poussant une feuille de mathématiques vers Victoria. Il s'agissait d'algèbre, de variables et d'équations qui semblaient plus compliquées qu'elles ne devraient l'être pour une élève de sixième. Victoria s'assit à côté d'elle et regarda les problèmes. Elle n'avait pas fait d'algèbre depuis 20 ans, mais la logique lui revint rapidement. « D'accord, » dit Victoria. Elle prit un crayon et désigna la première équation. « Tu essayes de trouver X, n'est-ce pas? Donc, tu dois l'isoler. Quelle est la première étape? » Emma fronça les sourcils et tapota le papier avec son crayon. « Déplace les chiffres de l'autre côté. »« Exactement, » dit Victoria. Elle regarda Emma résoudre le problème, la corrigeant doucement lorsqu'elle faisait une erreur, l'encourageant lorsqu'elle trouvait la bonne réponse. À la fin de l'heure, Emma avait terminé la feuille d'exercice et quelque chose avait changé. La jeune fille s'adossa au canapé, les épaules moins tendues. « Tu es douée pour ça, » dit Emma. Victoria sourit. « J'ai aidé mon petit frère à faire ses devoirs, » dit Victoria. C'était un souvenir auquel elle n'avait pas repensé depuis des années. Il détestait les maths, mais il était doué pour ça une fois qu'il avait cessé d'en avoir peur. Emma la regarda, curieuse. « Tu lui parles encore ?» Le sourire de Victoria s'estompa. « Non, » répondit-elle. « Nous avons perdu contact il y a longtemps. J'étais trop occupée et il a déménagé à l'autre bout du pays. J'ai toujours pensé que j'aurais le temps d'arranger les choses, mais je ne l'ai jamais fait. » Emma ne dit rien, mais elle tendit la main et la posa sur le bras de Victoria. C'était un petit geste, mais il toucha Victoria plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Elle regarda la jeune fille à la côté d'elle, cet enfant qui avait perdu sa mère et qui voyait maintenant son père se battre pour se rétablir, et elle réalisa qu'Emma était plus courageuse qu'elle ne l'avait jamais été. Jake sortit de l'hôpital 3 semaines plus tard. Il ne pouvait toujours pas s'appuyer sur sa jambe sans béquille, et le programme de rééducation était brutal, mais il était vivant et en voie de guérison. Victoria les ramena, Jake et Emma, à Millbrook. Ils s'entassèrent tous les trois dans sa voiture de location, les béquilles de Jake coincées sur la banquette arrière. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison louée, Jake la fixa longuement avant de parler. « Je ne sais pas si je vais y arriver, » dit-il d'une voix basse et découragée. « Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas payer le loyer. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. » Victoria coupa le moteur et le regarda. « Tu vas guérir, dit-elle. Et pendant ce temps, tu continueras à travailler sur le projet de turbine depuis ici, comme tu le souhaites. Je te paierai le même salaire. Tu n'as pas besoin de partir. » Jake secoua la tête. « Je ne peux pas accepter la charité. »« Ce n'est pas de la charité, » dit Victoria. Elle sortit un dossier de son sac et le lui tendit. À l'intérieur se trouvaient les schémas d'un nouveau projet sur lequel son équipe était bloquée depuis des mois. Il s'agit d'un système de refroidissement de moteurs de nouvelle génération. Mes ingénieurs n'arrivent pas à comprendre la distribution thermique. Vous pouvez. Je ne vous offre pas une aumône. Je vous offre un travail. Jake ouvrit le dossier et parcourut la première page. Victoria observa son visage et vit le moment précis où son esprit se mit en marche. Il était toujours brisé, toujours blessé, mais le travail le faisait avancer. « D'accord, » dit Jake. Il la regarda et pour la première fois depuis l'accident, il n'avait pas l'air abattu. « Je vais le faire. » Au cours des mois suivants, Victoria a restructuré son entreprise d'une manière qui aurait semblé folle 1 an auparavant. Elle a transféré le département de recherche et développement de Denver vers un nouveau site situé juste à l'extérieur de Millbrook, un bâtiment qu'elle a acheté et rénové avec ses propres fonds. Ce n'était pas un grand campus d'entreprise. C'était un entrepôt reconverti avec de hauts plafonds et une bonne luminosité. Le genre d'endroit où les ingénieurs pouvaient travailler sans se sentir enfermés dans des bureaux cloisonnés. Elle embaucha localement quand elle le pouvait et fit venir des talents de Denver quand elle ne le pouvait pas, en précisant clairement qu'il ne s'agissait pas d'une expérience temporaire. C'était l'avenir. Jake rejoignit officiellement l'équipe dès qu'il put marcher sans béquille. Il ne retourna pas à l'aérodrome. Le travail qu'il accomplissait désormais était trop important, trop prenant.
Il concevait des systèmes qui alimenteraient la prochaine génération de solutions pour les avions militaires et commerciaux que les concurrents de son entreprise ne pouvaient égaler. Et il le faisait depuis un endroit où il pouvait aller chercher Emma à l'école tous les jours, où il pouvait dîner avec elle tous les soirs, où il n'avait pas à choisir entre son travail et sa fille. Victoria s'installa définitivement à Millbrook 6 mois après l'accident. Elle vendit son appartement à Denver et acheta une maison à la périphérie de la ville, une petite maison avec un porche et un jardin qui donnait sur des champs. Ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé pour elle-même, mais c'était ce dont elle avait besoin. Elle continuait à voyager pour assister à des réunions du conseil d'administration et à des appels avec des investisseurs, mais elle rentrait chez elle dans une ville où les gens connaissaient son nom, où elle pouvait entrer dans le restaurant et où Betty lui servait son café sans lui demander. Elle et Jake ne parlaient pas de ce qui se passait entre eux. Ce n'était pas une romance au sens traditionnel du terme. C'était quelque chose de plus discret, fondé sur la confiance et un objectif commun. Ils travaillaient ensemble pendant la journée, dînaient ensemble presque tous les soirs, s'asseyaient sous son porche pendant qu'Emma faisait ses devoirs à l'intérieur. Ils n'avaient pas besoin de définir leur relation. Il suffisait qu'elle existe. Un soir, à la fin du printemps, Victoria était assise sous le porche de Jake avec un verre de thé glacé, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes. Emma était à l'intérieur, en train de terminer un projet scientifique qu'elle devait rendre le lendemain. Jake s'assit à côté de Victoria, les jambes allongées, encore raides mais fonctionnelles. « J'ai réfléchi, » dit Jake. Victoria le regarda en attendant. « À propos de ce que tu as dit à l'hôpital sur les raisons pour lesquelles tu as fait tout cela, » Victoria but une gorgée de thé. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as dit que tu voulais être le genre de personne qui... » dit Jake. Il la regarda, l'air sérieux. « Tu l'étais déjà, tu ne le savais pas. » Victoria sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle avait passé tellement de temps à croire que sa valeur venait de ce qu'elle avait construit, de ce qu'elle contrôlait, de ce qu'elle avait accompli. Mais assise ici, dans une ville dont elle n'avait jamais entendu parler il y a un an, avec un homme qui lui avait appris ce que signifiait se soucier de quelque chose au-delà d'elle-même, elle réalisa que rien de tout cela n'avait d'importance. La seule chose qui comptait, c'était cela. Les moments de calme, les personnes qui restaient. « Je ne savais pas ce que je cherchais, » dit Victoria. « Mais je pense que je l'ai trouvé, » sourit Jake, et c'était le genre de sourire qui changeait tout. « Moi aussi, » dit-il. À l'intérieur, Emma annonça qu'elle avait terminé son projet. Victoria se leva et entra dans la maison, suivie de Jake. Tous trois s'assirent à la table de la cuisine pendant qu'Emma expliquait son expérience. Une analyse détaillée de l'aérodynamique à l'aide d'avions en papier et d'une soufflerie qu'elle avait construite en carton. Victoria écouta, posa des questions, fit des suggestions, et elle comprit que c'était cela, le succès. Pas les salles de réunion, ni les honneurs, ni l'argent. Mais cela, une enfant qui se sentait suffisamment en sécurité pour rêver en grand, un homme qui avait retrouvé le chemin du travail qu'il aimait. Une vie construite sur quelque chose de réel. Un an plus tard, Victoria se tenait dans les hangars de l'aérodrome de Millbrook, regardant le prototype de moteur développé par son équipe être chargé dans un avion de transport militaire. C'était l'aboutissement de 2 années de travail, un système qui allait propulser la prochaine génération d'avions et sauver des vies. Les actions de son entreprise avaient triplé. Le conseil d'administration était ravi, mais Victoria ne pensait à rien de tout cela. Elle pensait au tatouage sur le bras de Jake, celui qu'elle avait vu le premier matin. Le schéma qui lui avait révélé qu'il était plus que ce qu'il semblait être. Le moment qui avait tout changé. Jake se tenait à côté d'elle. Emma était de l'autre côté. La jeune fille avait maintenant 13 ans. Elle était plus grande, plus vive et parlait déjà d'école d'ingénieur. Victoria tendait la main et prit celle de Jake, qui la serra en retour. Ils n'avaient pas besoin de dire quoi que ce soit. Ils avaient construit ensemble quelque chose qui ne pouvait être mesuré en dollars, en brevets ou en bénéfices trimestriels. Ils avaient construit une famille, une vie, un avenir. Et alors que les réacteurs rugissaient et s'élevaient dans le ciel du Colorado, Victoria réalisa que c'était là l'héritage qu'elle voulait laisser derrière elle. Pas une entreprise, pas un empire, juste cela. Un homme à qui on avait donné une seconde chance. Une fille qui n'aurait jamais à choisir entre ses rêves et les personnes qu'elle aimait.
One flank. OJ. I crouch. Спайк на Б. Ah, wow. Venons se refaire un mid. Ah, ils sont tous là, quoi. C'est des trucs bien gênants, genre. Кажется, эти ребята хотят меня убить. Attends. Genre en mode... Beautiful gamer. Cool. Cool hacker. Je suis sûre que même mes pseudos-là que je viens de dire, ils sont mieux que ceux de ChatGPT. Non, c'est pas... Где же вы? Отметьте двоих. Втягивай. Маскировка. 78 à la prise. La bouge, la bouge, la bouge. Враг на А. Je flash close. Блокирую обзор. Неудивительно. Je rappelle, 78 à 3. Il y en a un juste devant moi là. Il y en a... Ah, ton micro le con. Il y en a un dehors, derrière moi. Il y en a un. Установлен. Et un ici. Мир разделился. Attrapage. Остался один враг. Ультимейт. Ну, держитесь. Oh, laisse-moi partir. Ah, même si on win putain. Les deux flash, j'en joue avec tranquille. Voilà, on attend qu'elle touche, je flash, tu. Блокирую обзор. Attends qu'elle touche. Moi si je vais me faire toucher. Elle est pas Ah, sûre. la fake, de toute façon. Flash. Allez, ouais, c'est juste. Quoi, elle avait une dent? Je pouvais pas, c'est... Mais bref. Coucou Sarah, coucou. Oh, le micro, vraiment, t'as vu? Сторон один раунд. Настоящее богатство. Les cordes avec mon casque. А деньги пора тратить. Je C'était... peux savoir ce que tu fais, Félix? Moi? Ouais. Bah pourquoi? Je fais quoi dans la vie? T'essaies de voler mon MVP là, j'en connais. Ah. Ah. Ouais, non, c'est... Bah, C'est moi, bon, je le la vie, prononce comme art. Je suis fraîchement diplômé, mais je fais But- rien pour l'instant. Tu peux quoi si c'est pas trop indiscret? Je suis ingénieur. Ouh, t'as fait 5 ans là? C'est chaud. Oh là là, Ouais. monsieur est beau, monsieur est beau. Где же Il вы? est ingénieur. Je suis ingénieur. Маскировка. Venons rejoindre Reyna. Je suis ingénieur. Ah, je spoke jamais les bons endroits, my bad. Il y a un qui flanque, one flank. Спайк установлен. Ah, désolé. Перезаряжаю. We found Sky? Остался один враг. Bah, allez, c'était. Don't pick AF pull, ok? J'ai un coéquipier qui m'a dit Belink. J'avais entendu un step, mais c'était... Ah, sur Discord, ça lâche les mauvaises infos. Nice. Ouais, Bon, après, c'est pas grave, on va tous y aller en boucle. Du coup, Que honnêtement, j'ai mis plusieurs Слева fois. сторон. Je m'ai mis notre ami en question là. Узнать человека Quand je me suis tiré sur la можно dent, по его entière. поступкам. Смотрите, как я могу. Ça va être à Sarah. ça fait quoi l'astronomie, toi, sinon? Moi, je suis ingénieur aussi. Ingénieuse. Mais attends, mais vous êtes Ah, mais- quel type d'ingénieur? On n'a pas demandé aussi à l'autre là. À Phoenix. Quel type d'ingénieur t'es? Moi, je suis ingénieur en électronique. Ok. Et toi? Tout pareil. Mais non. Mais... Vous êtes en duo Q ou vraiment c'est juste un pur hasard? C'est un pur hasard. Bah dis donc hein. Donnez-moi des termes d'ingénieur dans le chat. Quand vous avez un diplôme, vous êtes ingénieur, vous êtes bien vieux et vous continuez à jouer à des jeux vidéo? Bah après, Ah, on il faut gagne bien bien se notre détendre dans la vie, on a un diplôme, Par contre, on peut Félix, se le ça permettre, fait tu vois. qu'il- Tu sais parce que je suis au SMIC. Vas-y, super. Ça flash A. Flashing A. Deux mecs sur moi, deux mecs sur moi, deux mecs sur moi. Hey, split.
Demi sur moi, s'il te plaît, Astra, ici, juste devant moi. S'il te plaît, Astra. Shout. Ah, mais c'est atroce ce que j'ai à droite. C'est atroce, bah, il y en a deux qui vont. Остался один враг. Hello Ace, moi ça. guys. T'as la voix d'une streameuse, Astra. T'as la voix d'une streameuse. Non, je suis ingénieur. Non, 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 parce que je viens de mettre le Wallah Azim, c'était le plus beau clip que j'ai mis depuis au moins 6 mois. Il m'a dit t'as la voix d'une streameuse. Bravo. Pitié, non. T'as repris ton MVP. Je suis content pour toi. Non. Merci. Non, j'ai dit que je suis ingénieur en électronique. Putain, bravo, mec. GG. Ouais. Ingénieur en électronique, ils font quoi? Ils font quoi les ingénieurs en Et électronique? vous faites quoi? On vous a pas demandé. On est collés au Burger King. Ouais, on est collègues, genre. Ça me fait une extrêmement rien, en tout cas. On s'amuse vraiment beaucoup. Tu fais des MPLS avec des routers Cisco, tu gères le Mais backbone. mais quelqu'un peut prendre le mic depuis le début de la danse, s'il vous plaît? Mais ça veut dire quoi ça? Tu parles quelle langue? Ouais, moi je prends les MST avec des routers Silco, hein, t'as capté, ingénieur électronique, genre. Остался один Non, враг. Hey. le back- Ace, ace, ace. Ace. Laisse, non. Yeah, come. Passer devant elle, vraiment. Elle est blind. Ah, la ligne Guardian, elle va le faire, juste attendez. Ouais. Ouais, devant le. Elle court sûrement vers A. Elle est par là dans le spawn. Sûrement vers A. Ça sera pas ici, impossible, elle est dans le spawn. Elle est sur B, elle fait spawn. 30 секунд. Спайк установлен. Je suis trop fort, putain. C'est derrière la box et tout. Pardon. Je crois que je l'ai vu là. Oh, Link. vas-y. Je la mets un. GG, Kataïs. Nice. C'est ça d'être ingénieur en électronique. Des routers, comment on dit? Des routers? Des brouteurs? Des routeurs? On dit des routeurs. J'ai toujours dit router. En mode à l'anglaise. C'est Kata. C'est quoi Kata? Débrouille-toi, mais aidez-moi! Oh, ils font quoi les ingénieurs en électronique? Je sais même pas ce que c'est un ingénieur en fait à la base. Ingé son. Ingé son. Je dis que j'étais ingénieur en électronique. Tout pareil. Tu manges des câbles Wi-Fi. Je mange des cartes graphiques, des câbles Wi-Fi. Encore voilà. Il y a du en vrai. Laissez-les rentrer en vrai. C'est un peu timide. S'ils rentrent en vrai, je suis chaud. Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai une question, s'il te plaît. Ça fait 7 mois que je suis sur Valo et j'ai jamais dépassé le B3. GG. Il y en a un autre ici là. Donc. Quelqu'un pourrait prendre le mid dehors si tu les rentres, s'il te plaît. Shot, t'es meilleur. À gauche 2. Les shots. Остался один игрок. Je suis... One shot strike. Остался один One враг. One shot. Attends, Ça va. déjà ton écriture... Non, mais ça, c'est Ouh, du bonus, nice. les gars. Les monstrueux, les gars. Salut, j'espère que tu vas bien. Ah, Attends, bonus, parce qu'il la parle force trop des fort. rondes, Hein. Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai une question, s'il te plaît. Ça fait 7 mois que je suis sur Valo. J'ai jamais dépassé le bronze 3. Peux-tu me donner un conseil, s'il te plaît? 7 mois et t'es bronze 3? Comment tu peux être aussi nul? Moi, en 7 mois, j'étais déjà radiant. Et du coup, ça se passe Jour comment? 1, j'étais déjà emo. Ingénieur avec ça Dès que j'ai commencé le